Jamais s'arrêter de commencer, c'est la leçon du livre The Startup of You de Reid Hoffman. Reid Hoffman, c'est quelqu'un qui a créé le site LinkedIn, donc un site où on met ses CV. Et Reid Hoffman, donc, c'est un entrepreneur qui a eu beaucoup de succès, évidemment, mais aussi qui a eu énormément d'informations sur les données, sur les informations des gens qui réussissent leur carrière et qui est le mieux placé du monde pour savoir les conseils à donner pour que les gens réussissent leur vie professionnellement parlant. Et donc la leçon qu'il a appris, surtout en étudiant les données des gens qui réussissent leur carrière professionnelle, c'est la suivante, c'est que les gens qui se comportent comme des startups, comme des entrepreneurs dans leur vie de salarié, réussissent beaucoup mieux que les autres. Ils ont énormément de points communs avec les gens qui réussissent leur startup. Et c'est l'idée du livre, enfin du titre du livre, The Startup of You, c'est qu'il faut se comporter soi-même comme une startup quoi qu'il arrive et être en permanent beta. Une permanent beta, c'est un concept expliqué, créé par le créateur de Netflix, que tu connais peut-être. Et donc l'idée, c'est simplement de toujours être en phase de test, de toujours voir ce qui peut être changé et de toujours penser à l'étape d'après, de ne jamais rien prendre pour acquis. L'idée en fait générale du livre, c'est de s'inspirer, c'est comment on peut s'inspirer des startups soi-même pour améliorer sa carrière, pour être un peu plus intelligent, pour prendre des risques de la bonne manière pour sa propre carrière, même en tant que salarié. Donc une histoire qu'il nous raconte Reid Hoffman parmi d'autres sur les startups, sur le concept justement de permanent beta de Netflix, c'est la suivante, c'est que Netflix en fait à la base, c'était pas le site qu'on connaît aujourd'hui, c'était un site de livraison de DVD. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était un site qui livrait des DVD aux gens chez eux, à une époque où il y avait des gens qui faisaient de la location de DVD comme Blockbuster aux États-Unis. Et c'était une idée qui paraissait un petit peu débile, les gens n'y croyaient pas vraiment, l'idée de livrer des DVD comme ça paraissait pas forcément une bonne idée. Mais Netflix a quand même travaillé dessus et ils ont fait un truc particulier, c'est qu'ils ont travaillé sur la livraison rapide de DVD. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à livrer des DVD aux gens le jour même, le soir même. Tu pouvais commander dans l'après-midi et avoir le DVD le soir même. Donc bon, ils ont amélioré leur réseau de distribution comme ça, et ça a marché très bien. Et en fait, l'intelligence du créateur de Netflix, c'est d'avoir compris dès le début que ce business model, même s'il marchait très bien et qu'il générait des millions de dollars, c'est pas pour ça qu'il allait marcher éternellement et qu'il y a un moment où ça allait s'arrêter, en fait, où le business de DVD de livraison allait complètement moins intéresser les gens. Et c'est pour ça en fait que le nom même de Netflix ne fait pas du tout référence au DVD. Et en fait, cette manière de penser, cette manière d'organiser sa boîte vers le changement, vers le pivot, comme on dit dans le monde des startups, ça a permis à Netflix ensuite de faire quelque chose de totalement différent, d'oublier la livraison de DVD et de faire juste de la vidéo en ligne avec abonnement, où les gens peuvent acheter et voir les séries qu'ils veulent sur internet. Et ce pivot assez incroyable est vraiment caractéristique de la manière de penser startup, parce qu'une boîte classique aurait pas du tout fait ça. Une boîte classique aurait été très contente de gagner plein d'argent avec de la livraison DVD, et aurait fait le maximum pour garder ses acquis, pour attaquer les autres boîtes, pour faire du lobbying, pour garder ses intérêts. C'est pas ce qu'a fait Netflix. Ce qu'a fait Netflix, c'est de s'adapter parce qu'ils sont en permanent bêta. Ce que nous dit en fait Reid Hoffman, c'est que dans le monde des carrières personnelles et de carrière en tant que salarié, il y a souvent cette division en fait, entre les gens qui veulent garder un métier très stable et les gens qui sont prêts à accepter le changement et qui se préparent à l'avenir. Et ce qu'il faut, c'est avoir un peu plus cette mentalité de pivoter et de penser en fait soi-même comme une startup. En fait, ce que nous dit Reid Hoffman, c'est qu'on fait souvent en fait une erreur, on est souvent victime d'une erreur. C'est le paradoxe de la volatilité. Le paradoxe de la volatilité, c'est de confondre l'instabilité sur le court terme avec la stabilité sur le long terme. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un métier soit de fonctionnaire, soit d'employé dans une très très grande boîte, il va avoir beaucoup de stabilité sur le court terme. Tu vois, il y aura peu de changements dans sa vie de tous les jours, il va être payé de la même manière, il va avoir les mêmes gens, ses missions vont se ressembler. Et ça, en fait, psychologiquement, ça donne l'illusion d'une stabilité sur le long terme, alors que c'est exactement l'inverse. Le problème de ce type de métier, très stable sur le court terme, c'est que si un jour il y a un problème, si la boîte ferme, si il y a des réductions d'effectifs, eh bien ça va être fini du jour au lendemain. Et l'employé qui avait une vie très stable sera beaucoup moins préparé au changement qu'un autre employé, qu'une autre personne qui a vécu une vie beaucoup plus volatile, avec peut-être un métier de freelance, c'est un métier où il va avoir des payes beaucoup plus aléatoires, où ses missions vont être différentes tous les jours, il va être dans un endroit différent tous les jours. Ce type de personne qui a une vie très instable sur le court terme, plein de volatilité, en fait sur le long terme, c'est lui qui a le plus de stabilité. Et il faut bien faire la différence entre les risques sur le court terme et sur le long terme, on reviendra là-dessus. Mais l'idée en fait c'est ça, c'est de bien faire la différence entre ces différents types de risques et pas hésiter à mettre plus de volatilité aujourd'hui dans sa vie de tous les jours. Donc pour ça il donne plusieurs conseils, pas hésiter à faire des métiers, des jobs à côté
et des petites missions qu'on va peut-être même faire gratuitement pour certaines boîtes pour augmenter son nombre de connaissances et ses capacités à pivoter, à changer de métier un jour ou l'autre. Et aussi pas avoir peur des métiers un peu moins stables, plus en tant que freelance, qui sont énormément sous-estimés. Ensuite, ce que nous dit l'auteur du livre Reid Hoffman, c'est qu'en fait, une bonne manière de penser, un bon paradigme, c'est d'évoluer selon un plan qui va être un plan ABZ. Alors le plan ABZ, c'est quoi? Ton plan A, c'est d'abord ce que tu fais là, maintenant, qui est le plus important pour toi. Ton plan B, ça doit être quelque chose qui est important pour toi, mais qui est moins intéressant, et que tu vas pas trop réfléchir sur le long terme, parce que ça peut changer très rapidement. Mais voilà, c'est un truc que tu feras si ton plan A foire, tout simplement. Et enfin, ton dernier plan, ton plan Z, c'est ce que tu vas faire en dernier recours, qui va te permettre de gagner ta vie, de ne pas finir à la rue, et qui est peut-être pas très intéressant, qui permet pas de gagner beaucoup d'argent, qui est pas le truc le plus fou du monde, mais qui au moins te permet de te dire tiens, je vais pas finir dans la rue. Ça peut aussi être le fait de vivre chez tes parents, ça peut être le fait d'utiliser de l'argent que tu as mis de côté, enfin voilà ce genre de choses. Et en fait, l'intérêt du plan Z, qui est très safe, qui vraiment comporte zéro risque et qui te permet de ne pas finir à la rue, l'intérêt du plan Z, c'est de te permettre de prendre beaucoup plus de risques sur ton plan A et ton plan B. La raison pour laquelle les gens ne prennent pas de risques en général, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan Z, ils n'ont pas un truc sur lequel retomber en dernier recours, ou alors ils n'y pensent pas. Alors que si tu as un plan Z, tu peux prendre un peu plus de risques sur le court terme sur ton plan A ou ton plan B, et du coup avoir beaucoup moins de risques sur le long terme, beaucoup plus de stabilité sur le long terme, grâce à cette prise de risque intelligente. Alors ensuite, en ce qui concerne le fait de choisir sa carrière, parce que souvent on hésite entre différentes choses qu'on voudrait faire, ce que nous dit Reid Hoffman, pour répondre à cette grande question qu'on est très nombreux à se poser aujourd'hui, savoir qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, eh bien, il nous dit en fait qu'il faut penser à 3 choses différentes. D'abord, il y a tes assets, tes acquis, les avantages que toi tu as dans la vie, qui peuvent être soit soft, soit hard, c'est-à-dire ça peut être des savoirs que toi, des savoir-faire que tu as, ou des connaissances, et ça peut aussi être des choses matérielles que tu vas posséder, tu vois, ça peut être de l'argent par exemple, qui peut te donner aussi un avantage pour faire certaines choses. Donc il faut penser à ça, à tes assets, à tes acquis. Il faut aussi penser au marché, à ce qui est intéressant, à ce qui va marcher sur le long terme, ce qui représente une bonne carrière tout simplement. Donc pour ça, il faut évidemment l'étudier. Et puis il y a aussi tes aspirations personnelles, qu'est-ce que toi tu veux faire profondément. En fait, l'erreur de beaucoup de gens, c'est de s'intéresser à un seul de ces 3 trucs, juste penser au marché, ce qui va marcher, et ce qui est quelque chose de sûr, alors que ça doit être juste réservé au plan Z. Ou alors de penser simplement à leurs aspirations personnelles sans prendre en compte la réalité, ou simplement prendre leurs qualités sans vraiment réfléchir à ce qui les intéresse, ce qui les motive, ce qui les passionne, parce qu'évidemment c'est dans ces domaines-là qu'on réussit le plus en général, c'est dans ce qui nous passionne vraiment. Ensuite, donc, ce que nous dit Reid Hoffman, c'est qu'il y a plein de jobs où ça peut être compliqué en fait de se lancer et de commencer sans avoir d'expérience préalable. En fait, la plupart des jobs te demandent de connaître un domaine avant de travailler pour eux. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est intelligent, que c'est une bonne manière de faire, un peu comme les gens dans les startups, d'être prêt à faire des choses gratuitement, d'être prêt à travailler gratuitement, de rendre des services gratuits. Il nous prend pour illustrer ça, en fait, il nous donne l'exemple d'un investisseur de la société Square, qui est un gros truc aux États-Unis, qui, pour avoir le droit d'investir dans une boîte, il avait demandé au fondateur de Square d'investir dans la boîte, et le fondateur lui avait dit non, que c'était fini, que c'était plus possible. Et donc cet investisseur a décidé de faire la chose suivante, c'est de créer une vidéo pour présenter les services de Square, une vidéo destinée donc à la page internet, à la page d'accueil internet du site square.com. Donc il l'a fait totalement gratuitement, et il l'a donné au créateur de Square, sans rien demander en retour. Et immédiatement, le créateur de Square lui a dit finalement viens, en fait il y a encore une place si tu veux investir pour nous, et tu peux faire partie de cette grande aventure. Donc c'est un truc assez étonnant, mais les gens réagissent beaucoup plus à ce genre de truc. Enfin, les gens sont des humains, ils ont des émotions, et être capable de donner des choses gratuitement sans même forcément demander aux gens ce dont ils ont besoin, mais essayer de le comprendre très facilement, ça peut vous apporter énormément au retour, et il faut aussi penser à ça. Donc ensuite, ce que nous dit Reid Hoffman, il nous permet vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est qu'avoir une logique de réseau, une logique de networking. Ce qu'il nous dit, c'est qu'énormément de gens aujourd'hui détestent l'idée de networking, moi-même j'en faisais partie, l'idée d'aller voir les gens, de parler, d'essayer de se faire des amis dans le bon milieu, etc., pour obtenir des avantages, c'est quelque chose qu'on a tendance à tous vraiment, qu'on est nombreux à mépriser.
En fait, ce que nous explique Reid Hoffman, c'est que ça part d'un mauvais état d'esprit, parce qu'en fait, il y a deux manières de se faire un réseau. La première, c'est le networking classique, et la deuxième, c'est de construire des relations sur le long terme. En fait, celui qui va vouloir networker, de manière générale, ce qu'il va faire, sa manière de penser, ça va être de vampiriser, de prendre un maximum aux autres. Alors que celui qui veut créer des relations, qui veut construire des relations, lui, sa manière de penser, ça va être d'abord de donner un maximum aux autres. Et ça, c'est beaucoup plus efficace en fait dans une logique de réseau, quand on veut avoir les avantages d'un réseau et l'intelligence d'un réseau. On en reparlera après. Ce qu'il nous dit en fait, c'est que il y a des grandes différences entre les gens qui networkent de la mauvaise manière et les gens qui créent des relations. C'est que les gens qui networkent se concentrent sur la quantité, ils veulent parler à un maximum de personnes. C'est les gens qui vont à tous les événements, qui envoient des mails à tout le monde, qui veulent absolument rencontrer tout le monde. Et de l'autre côté, les gens qui veulent créer des relations, ils se concentrent sur ce qui existe déjà, sur la qualité et pas sur la quantité. Ils se concentrent sur les relations qu'ils ont actuellement. Une particularité des gens qui veulent networker, c'est de beaucoup contacter des gens à froid, c'est-à-dire appeler des gens qu'ils ne connaissent pas, écrire des mails à des gens qu'ils ne connaissent pas, aller à des événements pour parler à des gens qu'ils ne connaissent pas et aborder des gens totalement à froid, sortis de nulle part. Alors que quelqu'un qui est plus dans la création de relations va se concentrer sur les relations à chaud, c'est-à-dire essayer de parler à quelqu'un qui va être l'ami de quelqu'un, qui va être l'ami de quelqu'un, qui va être l'ami de quelqu'un, et bref, essayer par cet intermédiaire-là de rencontrer de nouvelles personnes et toujours faire des rencontres à chaud et rencontrer avant tout ses amis d'amis, et puis plus tard rencontrer les amis de ses amis, et ainsi élargir son réseau à partir de l'existant et pas arriver nulle part et faire des rencontres à froid. Donc voilà un peu l'idée de la différence entre le networking et la création de relations, c'est l'idée de renforcer son réseau existant ou d'étendre son réseau. Et ce que nous dit en fait l'auteur, c'est que on sous-estime beaucoup trop la force des liens faibles, on sous-estime beaucoup trop l'impact que peuvent avoir sur nous les amis de nos amis. Reid Hoffman revient sur l'idée des 6 degrés de séparation, qui est l'idée qu'on connaisse tous tout le monde et qu'on est tous l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de tout le monde, sans exception. Tous les gens que tu vois à la télé, tous les gens que tu vois dans la rue, tu as un lien au moins à 6 degrés avec eux. Et ça, c'est un truc qu'on a du mal à comprendre, mais voilà, qui est une réalité. Et ça, on en parlait déjà dans le résumé du livre du point de bascule. Et ce que nous dit en fait Reid Hoffman en plus, c'est que dans la réalité, même si on est tous à 6 degrés de séparation de tout le monde, en fait, c'est pas tellement utile pour se créer son réseau. Et si tu arrives à voir quelqu'un et que tu lui dis que t'es l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de quelqu'un qu'il connaît, en général, il s'en fout et ça va rien changer du tout. En général, les liens de confiance se limitent aux amis, et aux amis d'amis, ou éventuellement aux amis d'amis d'amis. Et ça va rarement plus loin. Et ce que nous dit Reid Hoffman, c'est que dans cette optique-là, aussi bizarre que ça puisse paraître, eh bien, les liens avec nos amis d'amis sont souvent plus importants, plus impactants que nos liens avec nos amis. Par exemple, dans le domaine de la recherche d'emploi, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens en fait, trouvent leur emploi grâce à leurs amis d'amis. Tu vois, il y a une étude qui a été faite sur les gens qui trouvent un emploi. Eh bien, 16% le trouvaient grâce à des gens qui le voyaient environ 2 fois par semaine, 55% avec des gens qui le voyaient plusieurs fois par an, mais pas du tout toutes les semaines, et 27% avec des gens qui le voyaient une fois par an ou moins. Donc ça peut paraître très étonnant, comment ça se fait qu'on ne trouve pas notre job avec nos amis directs. L'explication des sociologues par rapport à ça, c'est la suivante, c'est que nos amis directs sont dans le même cercle que nous, ils ont affaire aux mêmes opportunités que nous, ils sont dans le même univers que nous, et donc il y a une redondance, il y a une répétition des opportunités avec ces amis-là, directs. Alors que nos amis d'amis ont tendance à être dans des univers un petit peu différents, avoir des opportunités qu'on ne voit pas, auxquelles on n'a pas accès directement, et donc ils représentent un nombre d'opportunités qui est beaucoup plus grand. Et ça, c'est un truc qui est incroyablement sous-estimé par la plupart des gens. Il y a aussi le fait qu'ils sont très nombreux, nos amis d'amis. Ce que nous dit Reid Hoffman, c'est qu'il y a une règle connue en sociologie, qui est encore la règle de Dunbar, qui est que en général on a des relations sociales authentiques avec 150 personnes seulement, 150 personnes qui vont aussi avoir une pression sociale sur nous. Mais au-delà de ces 150 personnes, on a aussi un réseau beaucoup plus grand, beaucoup plus étendu que ça en fait. C'est ça l'idée principale du site LinkedIn, c'est de nous montrer que notre réseau est plus grand qu'on ne le croit. C'était ça le slogan initial. Et en fait, si on prend nos amis d'amis, on va beaucoup plus loin que 150 personnes qui sont nos amis directs, nos relations directes, et on peut aller jusqu'à plus de 50 000 personnes différentes. Et bien ça représente des opportunités qui sont vraiment énormes. Et c'est un truc qu'on a tendance à un peu ignorer, à sous-estimer énormément. Ensuite, ce que nous dit rapidement l'auteur du livre, c'est que si jamais on veut quand même faire des rencontres à froid, ou voilà, avec des gens de manière professionnelle, eh bien, il faut s'inspirer un petit peu
des sites de dating du type OkCupid. Ce que nous disent les créateurs du site OkCupid, qui est un truc très gros aux États-Unis dans les rencontres hommes-femmes. Et bien ce qu'ils nous disent, c'est que ce qui marche, les premiers messages qui marchent en général, c'est des messages qui sont spécifiques, qui font référence au profil écrit par la personne et qui sont spécifiques et qui montrent que la personne s'intéresse à un profil particulier et que la personne a lu ce profil. Pourtant sur internet, sur LinkedIn, sur Facebook, etc., les gens s'écrivent souvent de manière très impersonnelle. Une règle de base dans les sites de rencontres de séduction, c'est que il faut être très personnel, et bizarrement les gens oublient cette règle dans le domaine professionnel, comme si dans le domaine professionnel on pouvait s'envoyer des mails de manière totalement générique en mode copier-coller et que c'était pas un problème dans ce domaine-là. C'est pas du tout le cas. Aussi dans le domaine professionnel, il faut être capable d'écrire des messages très spécifiques, très personnalisés, en montrant que tu t'intéresses à la personne, et ça a beaucoup plus de chances de marcher comme ça. Mais évidemment, il faut quand même privilégier autant que possible les relations à chaud, où tu vas rencontrer des gens via un ami particulier. Il y a un auteur d'ailleurs qui parle de ça dans les rencontres, dans le domaine de la séduction. C'est l'auteur du livre The Art of Connection, qui est Wayne Ellis Jugler, qui explique en fait que c'est possible d'arriver dans un endroit nouveau, que ça peut être un bar, ça peut être une soirée, n'importe quoi, et de faire une seule approche à froid, un seul abordage à froid de quelqu'un que tu connais absolument pas, et ensuite de rencontrer tout le monde dans la pièce, dans la salle, simplement à travers les amis d'amis, et à travers les relations existantes entre les différentes personnes, et en mélangeant les différents groupes, et bref, ne faire que des approches à chaud, entre guillemets, pendant toute une soirée, et parler à absolument tout le monde. C'est un truc assez fascinant, mais qui est beaucoup plus humain, beaucoup moins froid que l'idée d'aborder quelqu'un à partir de rien, en face à face, ou alors sur internet, alors que tu n'as aucune relation en commune, et alors même que tes relations existantes, tes liens faibles, ont une force qu'on sous-estime beaucoup trop. Ensuite, l'auteur nous parle de différentes choses. C'est que le réseau en fait apporte énormément d'intelligence aux individus, un peu de la manière de récepteurs sismiques. Tu vois, quand les gens vont détecter un tremblement de terre qui va arriver quelque part dans le monde, ça se fait pas avec un seul récepteur qui va voir le tremblement de terre. Ça se fait avec plein de petits récepteurs qui vont prendre plein de petites informations à travers le réseau, et qui vont, à partir de ces petites informations, en déduire qu'il y a un tremblement de terre quelque part. Ton réseau dispose lui-même d'une intelligence que tu peux utiliser de cette manière-là. Tu vois, plutôt que de penser, d'attendre qu'une personne te donne des conseils pour te dire quel livre tu dois lire, quel choix de carrière tu dois faire, et qu'est-ce que tu dois faire dans la vie de manière générale, tu peux utiliser l'intelligence de ton réseau pour voir quelles sont les petites informations qui vont se répéter. Et effectivement, si 3 personnes différentes te conseillent de lire un livre, c'est que tu dois le lire. Par exemple, ce livre m'a été conseillé par des gens que je connais, et grâce à cette intelligence de réseau, je me suis dit que c'était un livre intéressant et j'ai fini par le prendre. Et c'est très important d'utiliser cette intelligence de réseau là pour gagner du temps, parce que l'information de ton réseau elle a 3 caractéristiques. C'est qu'elle est personnalisée, c'est qu'elle est filtrée. L'intelligence de ton réseau comporte aussi des secrets particuliers, des choses que les gens ne savent pas de manière générale. Et c'est très important ça quand tu veux créer un réseau, d'avoir tes petits secrets à toi qui te permettent de te démarquer, de te différencier sur le marché du travail. Donc voilà un peu les idées en ce qui concerne la carrière et le réseau développé par l'auteur. Ensuite, il y a plein d'exemples sur des choses dont on peut s'inspirer en tant que salarié par rapport aux entrepreneurs. Il y a un truc en particulier, c'est de toujours partir de ce qui nous énerve et de toujours partir de ce qui nous énerve pour trouver des solutions. En fait, la réaction de la plupart des gens vis-à-vis des choses qui sont irritantes, qui sont énervantes, c'est juste de se plaindre, alors que la réaction naturelle d'un entrepreneur, c'est de chercher la solution à ce problème-là. Et avoir cette démarche-là aussi en tant que salarié, dans sa carrière, c'est aussi quelque chose qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Essayer de savoir comment tu peux transformer des problèmes en solutions, des trucs qui t'énervent, en faire des opportunités incroyables. Ensuite, Reid Hoffman nous parle de comment créer des opportunités dans sa vie de manière générale, et pour ça il nous parle de la sérendipité. Donc la sérendipité, c'est sûrement un truc que tu connais, c'est l'idée qu'avec le hasard on peut créer des opportunités formidables dans sa vie, et qu'il suffit pour ça de les saisir, de les observer. Donc grâce à la sérendipité, par le hasard, des gens vont trouver des vaccins, vont inventer des trucs, vont créer des entreprises, vont avoir plein d'idées vraiment géniales simplement grâce à ça, ou alors faire des rencontres vraiment incroyables. Et ce qui est intéressant dans la sérendipité, c'est quand on étudie toutes les histoires de sérendipité, le point commun, c'est que ce sont des gens qui rencontrent beaucoup de gens, ou c'est des gens qui sont dans l'action, qui sont en train de faire quelque chose. Si tu es tout seul chez toi, la sérendipité, le hasard positif, ne va pas tomber sur toi comme ça par magie.
Ce que nous dit donc l'auteur, c'est que c'est important de rencontrer beaucoup de gens, de voyager, d'être dans différentes villes, d'être au centre d'un monde, d'organiser des choses, de vivre dans une grande ville, d'être dans un endroit où il y a une grande densité géographique, de rencontrer des gens un petit peu dans le même domaine que nous et dans des domaines différents. Et ce qu'il nous explique en fait, Reid Hoffman, c'est que les opportunités, on a tendance à mal comprendre ça, on a tendance à voir les opportunités comme quelque chose qui flotte dans l'air tout seul et qui est détaché du monde. La réalité, c'est que les opportunités sont attachées à des individus, à des êtres humains tout le temps. Et donc il faut rencontrer un maximum d'êtres humains pour être touché par les opportunités et pouvoir les saisir. Donc ça c'est un truc à mettre en place évidemment et faire un maximum de rencontres. Et si c'est un petit peu compliqué, il ne faut pas hésiter à être le créateur de ça, être le créateur de ces soirées, de ces événements, de ces dîners. Pas hésiter à les organiser, à être au centre de ça, à créer un réseau, à permettre aux autres de créer leur propre réseau aussi à travers toi. Ça c'est incroyablement efficace aussi si tu veux être dans cette démarche de sérendipité et de multiplier les opportunités. Ensuite, il y a plusieurs conseils que nous donne l'auteur sur la question des risques, sur la gestion des risques. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a 3 biais psychologiques, 3 erreurs que font le cerveau humain à cause ou grâce à l'évolution. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que notre cerveau naturellement surestime tous les dangers, sous-estime toutes les opportunités et sous-estime toutes les ressources. Et la raison de ça, c'est simplement que les êtres humains qui faisaient ces 3 trucs-là, ces 3 erreurs-là, ont beaucoup plus survécu que les autres. Tu vois, les gens trop optimistes, qui n'avaient pas peur du risque, avaient tendance à disparaître et à mourir. Et donc c'est pour ça qu'on est tous souvent on a très peur du risque. Ce que nous dit l'auteur, c'est qu'il ne faut pas juste avoir peur du risque, ou alors juste prendre des risques inconsidérés et être un aventurier comme ça sans réfléchir, qui est un peu l'image que nous donnent les médias des entrepreneurs. Ce qu'il nous dit plutôt, c'est qu'il faut prendre des risques rationnels. Et souvent, on prend des risques irrationnels et les entrepreneurs ont cette tendance à confiner le risque de manière rationnelle. Alors ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si je te présente ces 2 options possibles, la première option, c'est d'étudier pendant 2 ans quelque chose, et ensuite de travailler pendant 2 ans pour une boîte qui va payer tes études. Mais donc tu vas étudier, tu vas être analyste pour une boîte pendant 2 ans, d'abord en tant qu'étudiant dans une université, et ensuite 2 ans travailler pour cette boîte et avoir un salaire bien payé avec celle-ci. Ça c'est la première option. Elle est plus ou moins risquée selon ton opinion. La deuxième option, c'est de passer 3 mois, tu vis ta vie actuelle normale, tu passes juste 3 mois à essayer de créer une startup à fond comme un malade mental, ou alors 6 mois, tu vas travailler à fond, et essayer de faire marcher ton idée, essayer de la faire remarquer, trouver des investisseurs, etc. Ça c'est la deuxième option, qui est de créer une entreprise rapidement de manière intense. A ton avis, laquelle de ces 2 options est la plus risquée ? Bizarrement, pour la plupart des gens, c'est la première option qui paraît très très risquée, alors qu'en fait c'est elle qui est beaucoup plus risquée. Pourquoi ? Parce que dans le premier cas, tu prends un risque sur 4 ans, alors que dans le deuxième cas, tu prends un risque sur 3 mois ou 6 mois. Dans le deuxième cas, le risque est confiné, dans le deuxième cas, le risque est énorme et explosif, et il peut avoir des conséquences sur toute ta vie. Et ça, c'est la chose la plus risquée à faire, et on n'en a malheureusement pas conscience. En fait, ce qu'il faut quand on a une démarche d'entrepreneur dans sa carrière, c'est être capable de confiner le risque. Ce que nous dit l'auteur, c'est qu'il prend l'exemple du créateur de Dell, donc les ordinateurs. Il nous dit que le créateur de Dell, quand il a créé sa startup, il n'a pas abandonné ses études directement. Il a commencé par prendre une pause officiellement, avec la possibilité de revenir pendant quelques mois. Et puis une fois qu'il a vu que ça marchait et que c'était vraiment la bonne idée, là il a vraiment arrêté ses études. Il n'est pas juste dégagé totalement comme ça en prenant des risques inconsidérés. En fait, ce qu'il faut avec le risque, c'est comprendre que c'est toujours possible de le confiner à des petites périodes de temps. Ça peut être possible de le confiner à des petites zones géographiques, ça peut être aussi possible de le confiner socialement, sans forcément en parler à tout le monde, mais juste en parler à un petit nombre de personnes de ton projet entrepreneurial. Et limiter les risques comme ça, ça peut pousser à prendre beaucoup plus de risques et à entreprendre beaucoup plus facilement. Et c'est possible aussi dans sa carrière de prendre des risques de carrière sur le court terme qui sont finalement beaucoup moins risqués que de rechercher toujours cette stabilité sur le court terme qui malheureusement apporte beaucoup moins de stabilité sur le long terme. Donc il faut prendre des risques sur le court terme. Ça c'est l'idée que nous dit Reid Hoffman à partir de son expérience et après avoir étudié énormément de données sur les carrières des gens. Ensuite, dernier point intéressant sur l'intelligence du réseau, c'est un truc dont j'ai pas parlé hier en fait, mais c'est expliqué aussi dans le point de bascule, c'est la question de la mémoire transactionnelle. Ça c'est pas dans le livre Startup of You, c'est dans le livre de Malcolm Gladwell. Ce
qu'il nous dit Malcolm Gladwell, c'est qu'on a tous une mémoire transactionnelle, c'est-à-dire que dans notre groupe de 150 personnes, dans notre groupe d'amis, on a un savoir partagé et on en a plus ou moins conscience. C'est-à-dire que si on prend en particulier les couples de personnes qui se connaissent, les gens qui sont en couple, souvent, ils ont une meilleure mémoire à deux que des binômes de personnes qui ne se connaissent pas. Ça a été étudié, c'est des études qui ont été faites. On voit que deux personnes qui se connaissent, qui sont en couple et qui communiquent pas forcément pendant l'expérience, mais qui vont devoir retenir un certain nombre de choses, vont avoir une bien meilleure mémoire que deux personnes qui se connaissent pas. Parce que deux personnes qui se connaissent vont naturellement savoir ce que l'autre membre du couple va pouvoir retenir facilement. Et en fait, du coup, ils s'échangent les tâches, ils se partagent les tâches de mémorisation sans même communiquer naturellement. Et donc ils se rappellent mieux des choses. Donc ça c'est un truc assez intéressant parce que ça veut dire que le groupe a une meilleure mémoire que les individus réunis. Et ce principe de mémoire transactionnelle, il va dans le sens de cette idée de l'intelligence de ton réseau, qui sait beaucoup plus de choses que la somme des individus. Tu vois, ton réseau, c'est environ 150 personnes dans lesquelles il y a des relations sociales authentiques, a énormément de savoir, un savoir vraiment très très précieux, parce que les gens se spécialisent, parce qu'ils savent que d'autres personnes ont d'autres savoirs spécifiques utiles, et c'est important d'utiliser cette intelligence-là aussi. Donc ça c'est un truc qui est expliqué dans le livre de Malcolm Gladwell. Mais ça va dans le sens aussi de ce livre de Startup of You, dans le sens où Reid Hoffman nous dit que c'est intéressant, non seulement pour maintenir ce réseau, maintenir ces liens faibles, d'utiliser les réseaux sociaux pour avoir de nouvelles informations et pour leur poser des questions intelligentes. Tu vas leur demander des choses sur ta carrière, leur demander des secrets, leur demander des choses qui vont te servir, donc pour avoir des informations qui vont être secrètes, personnalisées et filtrées, c'est-à-dire des choses que peu de personnes savent, des choses qui vont t'intéresser personnellement, qui vont être adaptées à toi, qui vont être pertinentes pour toi, puis des choses filtrées, c'est-à-dire pas de choses complètement débiles, ce qui est très facile à faire sur les réseaux sociaux. Tu peux très facilement filtrer les informations données par tes différents amis. Et voilà, si tu fais ça, tu auras accès à beaucoup plus d'informations, tu seras beaucoup plus informé, tu pourras prendre des risques beaucoup plus intelligents et te comporter un peu plus comme une startup dans ta carrière personnelle, être en permanente bêta, être toujours en phase de test et ne jamais t'arrêter de commencer. C'est les leçons du livre de Startup of You de Reid Hoffman. Je le conseille vivement à tout le monde. Voilà, plein de trucs très intéressants. Je dirais plus tard, mais je pense que c'est un de mes livres préférés sur le sujet. Je pense que vraiment tout le monde devrait le lire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis, comme d'habitude, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater ça. Si tu t'intéresses au sujet de la liberté financière et de l'entrepreneuriat, c'est le sujet justement de résolution en ce moment. Je mets le lien là quelque part et en dessous aussi dans la description pour les gens qui voudraient simplement découvrir ces vidéos exclusives toutes les semaines. Donc voilà, je te laisse découvrir ça et je te dis à très très bientôt. Tchuss.